C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux dans vos petits écrans, partout où vous nous suivez, dans vos salons, dans vos bureaux. Partout, l'occasion vous est offerte pour suivre Bossolo Télévision, votre tribune d'expression libre et démocratique. À vous la parole que vous offre cette télévision, la première chaîne d'investigation en République démocratique du Congo. Nous sommes allés d'avancer lentement, mais sûrement vers la fin de ce mois d'août qui nous a pas mal donné plusieurs nouvelles et aussi informations liées à la politique, à l'économie, au social, mais aussi à la culture congolaise. Comme nous cessons de le dire, la République démocratique du Congo a besoin des fils et des filles capables de construire son identité et de vendre son image de manière positive à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Avec Félix Antoine Tshisekedi, l'actuel président de la République, qui est en train de se battre bec et ongle pour redonner la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse avec des personnes qui pourront l'aider à concrétiser sa vision par rapport à son quinquennat. On ne sait pas, 2023, le surprise que nous réserve la RDC. Élection ou pas élection, nous comptons un épanouissement harmonieux de notre pays. Pour ce soir, ou soit pour cette journée, nous avons l'insigne honneur de recevoir sur ce plateau un analyste politique, un expert indépendant, ultra-conservateur de l'identité congolaise. Il est à la fois coordonnateur de la structure CAECO et aussi coordonnateur des actions de l'honorable Maendo Scholastica. Il est député national ici. On reçoit Monsieur Prince Semboui Katamboa. C'est un éminent monsieur qui va nous parler de la politique de son pays, qui regarde avec un œil très averti, et il veut voir les Congo aller de l'avant. Mais dans quel sens? Est-ce que le Congo est en train de régresser? Est-ce que le Congo est en train d'avancer? Ou soit le Congo est en train de faire le status quo? Je m'en vais le souhaiter bonjour et bienvenue, Monsieur Prince. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Un peu, tout petit peu. La Bossolo Télévision vous reçoit pour la première fois. Vos impressions? Non, je suis fier d'être ici. Je suis très à l'aise. C'est un plateau haut de gamme. J'ai été dans beaucoup de chaînes. J'ai parcouru dans le cadre de sensibilisation au civisme et tout ça. Je vois autant de plateaux. Je me dis ça, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un grand travail et félicitations pour le travail que vous abattez. Merci pour ce flair qui nous pousse à aller encore de l'avant et à bosser dur pour vous offrir toujours le meilleur. Mais nous ne sommes pas là, nous sommes dans le cadre de parler du Congo. Le Congo qui est votre Congo, qui est mon Congo, qui est le Congo de tous ceux qui nous regardent à travers le monde. Comment vous portez ces pays dans votre cœur? Le Congo, c'est mon sang. Le Congo, c'est la vie qu'il y a en moi. Le Congo, c'est mon existence. Je souffre beaucoup du Congo. Je sors, je vais à gauche, à droite pour parler Congo. Le pays a tellement souffert de la mauvaise image imprimée par l'extérieur, par les gens de mauvaise foi. Et c'est nous seuls qui devons nous lever pour nous approprier le destin du Congo et changer les choses, changer de paradigme. C'est pour ça que je suis chez vous. Changer le paradigme. Je comprends, c'est que vous voulez, là où vous voulez en venir, mais c'est Congo qui a connu des époques et puis des événements qui se sont passés, et à la tête de sa nation, les têtes se sont succédées. Je prends juste Joseph Kabila à Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il y a? Comment vous avez trouvé la marche du Congo? Joseph Kabila, le Congo était en train de s'engouffrer dans la misère noire. Le Congo était vraiment enterré dans les oubliettes. Même pas le sous-sol, je parlerai de plus profond du sous-sol. Et avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, je dis dans tout le plan, hein, il n'y a pas d'exception. Mais avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, je vois un pays qui renaît de ses cendres, un pays qui était condamné à disparaître. Aujourd'hui, le pays reprend vie avec la diplomatie agissante. Autrefois, on a été vraiment cloisonné, on était même plus fréquentable. Aujourd'hui, le pays s'est ouvert aux horizons, à tous les horizons du monde grâce à une diplomatie offensive et déterminée, clairvoyante de mon président Félix Antoine Tshisekedi, que je salue en passant. Mais cette diplomatie n'apporte pas de fruits dans la
dans le panier de la ménagère, c'est dans le vécu quotidien de la population. Aussi longtemps, nous voyons à l'est du pays, il y a toujours des crépitements de balles, la population est tuée chaque jour qui passe. Nous voyons dans certaines provinces, il y a pénurie même de semoule, de maïs. Nous voyons ici à Kinshasa, dans le coin Zérecoin, il y a manque d'eau et d'électricité. Mais en quoi vous louez ce gouvernement qui s'est ouvert au monde et cette gouvernance? Vous savez, dans notre pays, il y a un problème. Ça fait des décennies que nous avons été condamnés à la misère. Les dirigeants, différents dirigeants qui sont partis, entre autres, vous avez parlé de Kabila. Vraiment, il n'y avait aucune production dans ce pays, aucune alors. Tout devait venir de l'extérieur. On devait importer. Il fallait faire alors de la devise pour importer. Mais aujourd'hui, je vois que les choses changent. Parce que vous voyez la stabilité monétaire depuis que Félix est au pouvoir. Vous voyez, et même la production est en train de commencer, de prendre vie, de prendre corps. Vous voyez les Koulouna autrefois qu'on était en train d'abattre comme des chiens sauvages, comme de petits chats. On entre dans la maison, on vous prend votre garçon et puis on parle parce qu'il est au nom du fait qu'on parle qu'il est Koulouna, on l'abat sur place, on le traîne dans la rue. Aujourd'hui, nous ne sommes plus exposés à ça. Aujourd'hui, le soi-disant Koulouna, mais deviennent aujourd'hui de bâtisseurs. Ils sont en train de faire même l'agriculture et la nourriture est en train d'être fabriquée chez nous et non de l'extérieur. Vous voyez les cantines chez les militaires, on a commencé avec les camps militaires, ça sera plus tard les cantines populaires, mais vous voyez la nourriture qui vient de chez nous et plantée et tout ça par nos fils qu'autrefois on était en train d'abattre comme des chiens. Donc il y a un écart, il n'y a même pas à comparer. Donc vraiment, c'est une renaissance même de la nation. Vous êtes dans la délinquance juvénile par rapport à ce phénomène Koulouna qui aujourd'hui à Kinshasa, chaque jour qui passe, les populations entières déplorent les mouvements de ces jeunes gens. Pas plus tard qu'avant-hier ici à Kingwala, on a vécu un événement très déplorable où même parmi les bandes de Koulouna, quelqu'un est tombé et donc mort subite à cause d'une pierre qui lui a percuté la crâne. Alors oui, aujourd'hui, hier tueur, aujourd'hui bâtisseur, mais est-ce qu'on doit s'arrêter là? Non, mais on ne s'est pas arrêté. Pas plus tard que, je crois, ça fait quelques jours. C'est pas le Koulouna qui va nourrir plus de 80 millions d'habitants. Il n'y a pas que le Koulouna, mais au moins on a trouvé une occupation à ces Koulouna. Parce qu'ils étaient là, sans occupation, délaissés, une jeunesse abandonnée à son triste sort. Et tout ce qu'il y avait, c'est suivre la télé, les médias pour influencer et la vie extérieure et tout ça, le vouloir, le pouvoir, les besoins de chercher l'argent et d'aller fêter. C'était ça la jeunesse. Mais aujourd'hui, une jeunesse qui est en train d'être transformée. L'homme congolais est en train d'être transformé. L'homme congolais est en train de prendre une nouvelle mentalité. Parce qu'il y a une nouvelle politique, il y a un nouveau leadership à la tête du pays qui aime d'abord son pays, qui est des pères et des mères congolais. C'est pourquoi, avec cet amour du Congo, vous voyez que les choses redémarrent. Il ne s'est pas arrêté seulement au Koulouna, mais il y a des entreprises à gauche, à droite, des routes et tout ça qu'on est en train de construire. C'est pour le social même, parce que vous avez parlé du panier de la ménagère. Mais le panier de la ménagère, pour qu'il soit stable, avec la stabilité monétaire, mais il faut qu'il y ait la production. Ici même maintenant pour chercher à démarrer la production interne. Vous voyez l'usine même de raffinage de cuivre. Vous voyez les blocs pétroliers qui sont mis en exergue pour les soumissionnaires. Mais ça, c'est les symboles de l'authenticité, les symboles même de l'identité même congolaise. C'est ça ce qu'autrefois on n'avait pas. On avait tout perdu. Aujourd'hui, au moins, on peut se prononcer. On s'est dit, je vends mon pétrole à qui je veux. Mais hier, c'était pas le cas. Vous voyez, donc il y a un leadership clairvoyant, une vision à la tête du pays, et les choses commencent à changer, ça bouge. Ça viendra le travail. Mais on est en train de s'y mettre à gauche, à droite, pour que les choses puissent changer. Nous parlons développement, M. Prince. Nous parlons développement de la société congolaise qui aujourd'hui, sous le règne de Félix Tshisekedi Tshilombo, on peut lui compter 3 ans déjà. Il est en train d'entrer dans son 4e année. Et donc, développement communautaire, on nous a parlé tantôt des projets des 145 territoires. Qu'est-ce que le chef de l'État attendit pour initier ces projets-là promptement dès l'entrée en fonction? Parce qu'il a diagnostiqué le problème qui ne marchait pas en République démocratique du Congo. Pourquoi avoir attendu tous ces temps pour initier le projet des 145 territoires qui peine alors à démarrer? Qu'est-ce qu'on attend? Vous savez, le projet des 145 territoires... c'est un projet faramineux.
C'est un projet porteur d'espoir. C'est un projet salvateur. Apparemment, c'était un projet où il fallait lancer un slogan et puis s'arrêter. Non, c'est pas comme c'est fait le cas avec son jour. Non, vous savez, il y a un temps où on doit penser projet, concevoir projet. Et pas exécuter projet. J'avance, monsieur, vous voulez me donner le temps quand même. Je parle de conception du projet. Et puis, étude de terrain. Et puis, alors, sa faisabilité pratique. Donc, on y est. Ils sont en train d'avancer. C'est pas quelque chose qui a été annoncé et puis ça s'est arrêté. Non. Parce que le grand problème avec ce projet, c'est quoi? C'est un projet salvateur, comme je l'ai dit. Mais seulement, il y a beaucoup d'indices là-bas qui essaient de compromettre le projet. C'est là où il faut vraiment qu'on essaie d'ouvrir l'œil et les bons. Parce que quand on vous dit, vous êtes de Maniema et que je prends un exemple par hasard, et que la route et tout ça, des infrastructures, ça demande $1 million. Un exemple. Mais alors, vous soumissionnez, vous êtes bâti, vous construisez les routes. L'autre construit des maisons. L'autre, je ne sais pas, les édifices ou bien les ponts. Vous n'avez pas le même projet, n'est-ce pas? Mais vous devez amener tous vos projets pour faire le montant, l'enveloppe qui vous est réservée, n'est-ce pas? Qui a été programmée. Et quand on a fait les 145 territoires, on a une enveloppe, mais vous devez alors amenez tous vos projets ensemble, vous les amenez, et puis vous disposez de l'argent équivalent à ce qu'on va vous donner. C'est-à-dire, si on a disposé $1 million pour vous, alors vous tous là, le groupe des investisseurs, vous faites une avance, une garantie fraîche d'1 million de dollars que vous mettez à la banque. Oui. Alors, après quoi, on vous donne l'argent pour que vous puissiez exécuter le projet. En l'espace de quelque temps, on va évaluer. Il y a 3 équipes pour l'évaluation. Si jamais on arrivait à dire qu'il y a de quoi et que l'ouvrage ne répond pas aux normes, alors qu'est-ce qu'on fait? On casse cet ouvrage et puis vous perdez votre argent que vous avez garanti à la banque. Donc ça décourage. Vous savez, avec ça, c'est comme si on voulait juste amener les gens de l'extérieur pour soumissionner et faire le travail. Or, il y a des Congolais qui ont de petits moyens. Mais quand vous me dites un projet de $20 millions, je dois apporter $20 millions pour mettre à la banque. Et après quoi, vous allez juger si c'est bon ou ça ne vous plaît pas, je perds mon argent. Ça décourage. C'est ça ce qui compromet ce projet. Okay. Alors, il y a des études, il y a pour parler à propos. Si jamais on peut décanter ça, on peut juste alléger, améliorer un peu l'accessibilité à ce projet. Mais il y a autant de projets. Mais c'est un bon projet, ce projet de 145 territoires. Parce que le vrai développement doit partir de la base. Ça, c'est bien pensé, c'est une vision. Je vous dis, je vois le leadership de mon chef de l'État, je me dis, il a la main de Dieu sur lui. C'est vraiment une œuvre. C'est une main de Dieu qui est en train de faire les choses, mais dans la discrétion. Vous n'allez pas dire ça. Vous n'allez pas exhorter un chrétien qui connaît que toute autorité vient des dieux. Mais, M. Prince, si aujourd'hui on parle de développement, on voit dans la faisabilité. Les gens veulent voir de leurs propres yeux comment leur communauté est en train d'évoluer. Je vous parlais tantôt, on conçoit les projets, on étudie les projets, mais les projets qui n'avancent pas. Je prends un exemple. Nous parlons des maisons préfabriquées. Ouais. Vous savez tout ce qu'il y a eu autour. Il y a même eu des projets là-dessus, des procès là-dessus. Ouais. Où en sommes-nous aujourd'hui? C'est en dehors de 145 territoires. 145 territoires, c'est un exemple que je prends. Ouais. Aujourd'hui, s'il faut concevoir des projets, on voit aussi le facteur temps. Le facteur temps du projet. Parce que les projets doivent être exécutés au profit de la communauté. Et cette communauté-là doit attendre des études interminables pour que ces projets-là, à la fin du mandat du chef de l'État, que le chef de l'État parte, que les projets ne soient pas exécutés. C'est là où ça frise un peu, c'est là où il y a crainte. Vous êtes analyste politique. Bien, vous êtes en train de soutenir les actions du président de la République. Quel conseil allez-vous donner? Parce que vous déplorez déjà, en vous entendant parler, qu'il y a encore des ajustements à faire pour que ce projet tienne debout. Je vous dirais que le chef de l'État, le pauvre, il se coupe en morceaux pour chercher une solution, pour trouver une valeur, il veut redonner de l'identité au Congo. Vous savez, il est partout à la fois, et puis il n'est pas soutenu. Même de l'intérieur, nous avons 4 institutions. Mais je vous dis, il y a des choses qui se passent comme ça, le chef est seul. Il sort, il prend son avion matins et soirs, il décolle, il ne sait même pas s'il va atterrir. Il met comme ça sa vie en danger, il laisse sa famille. Quand il va à gauche, à droite, c'est pas pour chercher une solution pour sa famille, c'est pour la République. Mais vous savez, voyager, c'est pas un luxe comme on le critique là.
Prendre un avion, décoller, on ne sait même pas si on va atterrir, on dit, oh Dieu, que tu fasses grâce. Et quand on atterrit, on applaudit, oh gloire à Dieu. Mais monsieur, c'est pas facile. Il pouvait bien se camper sur son fauteuil et dire que non, je suis chef de l'État, fini, et puis je mange ma carotte et fini. Mais il se met partout pour chercher la solution pour le Congo. Donc, c'est quelqu'un qui a sacrifié comme ça sa vie. C'est un kamikaze. Moi, je l'appelle un kamikaze. Vraiment, il a mis sa vie en jeu pour sauver les Congos. Mais ces messieurs-là méritent aussi qu'on puisse les soutenir. Vous avez la diplomatie. Il a amené la MONUSCO, Kagame, juste droit au mur. Il a coincé. Kagame s'est agenouillé, il a crié même. Oh, libérez-moi. Je vais signer tout de suite retrait de troupes. C'est le fait ça, tout ça. Il a mené en Angola, il a mis KO. Mais on ne relaye pas la cellule de communication chez l'État. On ne relaye pas, on a parlé juste et puis c'est fini. Mais c'est un succès. Autrefois, ça ne pouvait pas exister. Autrefois, on avait peur d'indexer Kagame. Aujourd'hui, quelqu'un qui amène Kagame comme ça sur un terrain neutre, il va l'écraser comme ça. Mais c'est du succès. On n'en parle pas. Il n'est pas accompagné. Nos ambassadeurs. Mais la MONUSCO a baissé culotte là-bas. Elle a bavé, elle a prouvé noir sur blanc que non, elle était l'armée de prédateurs. Elle était là, une armée qui est restée de force et puis on pille les pays. Tout ce qu'on disait, on dénonçait autrefois, la MONUSCO disait que c'était pas vrai. Mais aujourd'hui, pousser la MONUSCO jusqu'à faire ces aveux-là, mais c'est une diplomatie agissante, c'est une force, un leadership très fort. Mais pourquoi on ne relaye pas? Nos ambassadeurs, ils sont partout, dans des pays de ces gens-là, les prédateurs, les colonialistes là, tout ce que vous avez comme Américains, Belges et tout ce que vous voulez. Mais nos ambassadeurs font quoi? Vous avez comme ça les histoires sur un plateau en or. Vous avez les aveux de la MONUSCO. Vous avez la MONUSCO qui a battu nos militaires comme ça, devant une barrière. Vous avez la MONUSCO qui abat même la population. Et ils ont avoué ça. Messieurs, mais vous ne pouvez pas prendre les fiscs et ça et faire la diplomatie, parler aux différents chefs et puis leur peuple pour qu'ils comprennent que le Congolais, c'est un peuple victimisé. C'est un peuple qui est le monde entier, l'organisation mondiale est contre le peuple. L'ONU est en train de tuer le peuple congolais chez lui. Un peuple sans défense, un peuple qui compte même sur le soutien de cette ONU. Mais on est en train de l'abattre. Le chef de l'État a fait un effort pour les amener à ce point-là. Mais pour relayer ce travail, on est là. Même le gouvernement, il ne suffit pas de prendre 2-3 ministres et vous faites le point de presse. Non, c'est pas ça. Mais nos télévisions, qu'est-ce qu'il y a comme programme? Nos médias partout, chaque jour, c'est quoi? C'est de la distraction. C'est comme si un pays qui n'était pas en guerre. Et pourtant, le pays est en guerre. C'est pas l'Est du Congo, mais c'est tout le Congo qui est en guerre. Vous permettez, M. Prince, il n'y a pas encore eu une déclaration officielle. Le Parlement n'a pas déclaré que nous sommes Voilà en pourquoi guerre. je voulais en venir, parce que j'ai parlé de la diplomatie. Mais alors, parlons du Parlement. Mais c'est le moment où on devait convoquer une session extraordinaire. Après les aveux de la MONUSCO, après tout ça. Et même, on a battu nos militaires. Mais le Parlement devait siéger. Et puis, prendre des actes à propos, attaquer. Mais ils sont là, ils attendent. Mais non, il faut que le chef de l'État aille au gouvernement pour aller faire l'évaluation de la MONUSCO. Messieurs, ce pauvre garçon, ce pauvre monsieur, il est en train de se couper en morceaux. Est-ce qu'on peut pas l'aider? Pourquoi? Monsieur Prince, est-ce qu'on peut revenir sur cet échange comment patriotique et citoyen? Nous sommes en train de vivre les efforts que déploient les chefs de l'État par rapport à la diplomatie agissante. Nous sommes en train de voir toutes les institutions se déployer. On a vu dernièrement Mbosso, le président de l'Assemblée nationale, au sommet de Lilongwe, au Malawi, plaider pour que des sanctions fortes soient infligées à l'endroit du Rwanda. Mais aujourd'hui, quand vous avez d'ici la communauté internationale, je prends en exergue le Conseil de sécurité des Nations Unies a aussi indexé le Rwanda, mais on ne sent pas des effets sur terrain. Aujourd'hui, peut-être une question, est-ce que la République démocratique du Congo devrait prendre l'option de se retourner vers un autre partenaire, comme par exemple la Russie, pour voir comment est-ce que cette histoire de guerre à l'Est qui a longtemps duré finir catégoriquement? Je veux commencer par le premier volet de votre question. La communauté internationale, vous savez, c'est des lois comme ça qui ont été établies après la Deuxième Guerre mondiale, et puis ils devaient gérer leur succès, ils sont restés au-dessus de tout le monde, ils devaient donner le cadre, les normes, comment marcher. Ça, c'est ce qu'on appelle nous appelons pratiquement la communauté internationale. Oui. Et nous avons adhéré et tout ça. Depuis notre existence jusque-là. D'ailleurs, le Congo, on parle que depuis les indépendances. Et pourtant, le Congo existait avant les indépendances. Et après même les indépendances, soi-disant, le Congo existe et va continuer. Mais
Cette logique ancienne, nous avons la preuve aujourd'hui que la Russie a brisé la glace. Nous avons... C'est tout le monde qui voit combien la Russie a dépassé ses clivages, ses logiques internationales, cette mondanité réglée à la taille des impérialistes et qui nous ne font que nous soumettre, mais eux, ils ne sont pas soumis. Mais messieurs, on doit changer de paradigme calmement. C'est simple. Et changer de paradigme, d'après vous, ça serait quoi? Aller vers la Russie. Et c'est ça mon cheval de bataille. Et j'ai toujours prêché partout où je passe. J'en ai fait l'évangile. Est-ce que la Russie, c'est un exemple à suivre? Pardon? La Russie, c'est un exemple à suivre? C'est une nation à faire confiance? Un allié? Monsieur, vous savez, en politique, aujourd'hui, les États-Unis, la France, l'Europe a accompagné le président de la République jusqu'à ces niveaux. Pourquoi tourner à ces gens-là le dos? Vous savez, ils nous ont accompagnés, la France, la Belgique, comme vous dites là, les États-Unis nous ont accompagnés pour nous amener toujours dans le chaos, nous maintenir dans la souffrance. L'esclavagisme, 20 ans de fleuve de sang dans notre pays. Nous sommes découpés comme des petits morceaux de petits poissons. Il y a la maman à gauche qui pleure son enfant, qu'on a abattu. Et puis, 30 minutes après, elle n'a même pas enterré l'enfant. On lui apporte la chemise de son mari teintée de sang. Et elle n'a même pas récupéré le mari. Et le lendemain, c'est son fils là-bas qu'on amène la tête. Voilà, on a trouvé la tête de ton fils. Messieurs, mais allons plus loin pour comprendre. Depuis notre existence, là, nous ne sommes pas des sous-hommes pour rester dans ces malheurs. Mais qu'est-ce que la Russie peut apporter? Qu'est-ce que la Russie peut apporter? La Russie a prouvé combien elle était avec nous. Dès son élection à la magistrature suprême, le chef de l'État, Poutine l'a reçu en pompe comme un petit prince. N'est-ce pas? C'était des signes d'ouverture. Et plus loin, vous verrez, il n'y a pas longtemps, au Conseil de sécurité des Nations Unies, la Russie n'a pas voté pour le maintien de l'embargo sur la RDC. Mais les soi-disant amis dont vous me parlez ici, la Belgique et consorts et les États-Unis, ils en étaient où? Ils étaient les premiers à signer contre nous. Mais messieurs, au Conseil de sécurité des Nations Unies, il ne suffit pas de parler ici, la MONUSCO avait dit non, ils doivent prendre acte, ils doivent prendre, comment on dit, une résolution en rapport avec l'invasion du Rwanda au Congo, la guerre d'agression. Ce n'est pas une rébellion, c'est une guerre d'agression, un pays qui vient. Mais c'est ça même l'importance de l'existence de l'Organisation des Nations Unies. C'est ça, pour aider les pays à garder leurs frontières, la paix et tout ça. Mais ils ont un élément vraiment patent, une preuve toute fraîche. Mais ils ne devaient que l'exploiter. C'est pas question de condamner. On a vécu ce théâtre de condamnation depuis toujours. Ça n'a rien foutu. Depuis Kabila était là et les autres, on ne fait que condamner. Nous, on n'a pas besoin de ces condamnations. On a besoin de la paix dans notre pays. On a besoin de développement de notre pays. Et pour ce faire, il faut faire un lobbying. Il faut mener un lobbying très fort avec les ambassadeurs, avec nos parlementaires et tous les gens qui ont la commande de notre pays, pour qu'on puisse pousser le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre un acte en rapport avec la guerre pour condamner le Rwanda, et ça peut peut-être nous aider à aller au-delà pour trouver la justice internationale. Mais parce que jusque-là, il n'y a rien dans ce sens-là. Le secrétaire général d'État américain, il vient ici, il dit n'importe quoi, et il va au Rwanda, la même bêtise. Messieurs, on en a marre avec cette logique ancienne. Maintenant, il faut au moins changer de paradigme. Allons vers la Russie. Tous ces pays qui sont derrière la Russie ne connaissent pas ce que nous connaissons aujourd'hui. Embargo, les gens ne sortent pas. Non, messieurs, mais voyez le Mali, c'est en Afrique. Voyez le Centrafrique, c'est en Afrique, c'est pas ailleurs. Mais pourquoi pas nous? Pourquoi nous ne pouvons pas décider de notre pays? Pourquoi nous devons être toujours des sous-hommes? C'est là où je félicite, c'est là pourquoi je suis en train de soutenir le chef de l'État. Parce qu'il fait montre d'un dépassement, il fait montre d'une révolution, il fait montre de nationalisme, je dirais, au-delà même de Lumumba et tout ça. Excusez-moi, mais c'est ça, c'est ma façon de voir. Parce que quelqu'un qui prend comme ça sa vie, il met en danger. Je vous dis, ce monsieur est en danger, mon chef de l'État. Il est en danger. Nous devons veiller, nous devons ouvrir l'œil et les bons, pour qu'on ne puisse pas regretter comme hier. Autrefois, on avait décapité Lumumba et on avait décapité Kabila. Ces messieurs-là, mais quand ils déclarent seulement les blocs pétroliers venaient soumissionner, mais vous savez comment ça a bougé le monde? Mais c'est des symboles de l'authenticité, de l'identité même congolaise. Quand il va vous mettre une usine pour raffiner Mais ça n'a jamais été en Afrique, monsieur. On prend toujours la matière première, on amène chez eux. Mais monsieur, vous voulez encore quoi? Monsieur il se coupe en morceaux partout dans tous les sens. Soutenons le chef de l'État. Ça sont les défenseurs de Félix Tshisekedi, président de la République. Je ne suis pas que son défenseur. Vous êtes ultra... Je partage sa vision. Je me mets dans sa vision. Je deviens sa vision. Vous devenez la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Monsieur Prince, ultra conservateur de l'unité congolaise.
congolaise. Aujourd'hui, de l'identité congolaise. Aujourd'hui, le chef de l'État l'a dit dans une grande tribune de la SADC, que le Rwanda était au théâtre de l'affrontement, au théâtre de l'agression face à la RDC. C'est une déclaration forte. Mais on voit l'ambassadeur rwandais en train de circuler aisément. On voit les trafics entre Kigali et Goma devenir fluides. Mais il ne suffit pas de faire des déclarations dans les faits pour qu'on n'entre pas dans les faits. De rompre définitivement cette coopération. Vous savez, ça aussi, je voulais épingler. Nous devons vivre comme un pays en guerre, parce que nous sommes en guerre. On est en guerre, mais on fait semblant de vivre comme si on n'était pas en guerre. Mais je vous prends un mot. Vous allez répondre à ma question, je vous prends un mot. On n'a pas cautionné de voir les Congolais s'habiller en tenue militaire. Ça, c'est le ministre de la Défense nationale. Et pourtant, c'était un signal fort. Je m'en souviens à l'époque de Mosé Laurent Désiré Kabila, on a donné un signal fort. Même les militaires, même le ministre s'est mis en tenue militaire. On aurait dû avoir dans les conseils des ministres, donner un signal fort. Mais c'est une action qui devrait encourager la population et donner un message fort à l'humanité. Mais une action qu'on n'a pas voulu encourager. Vous avez la parole. Vous savez, quand le chef de l'État se met comme ça, au Conseil des ministres, il déclare que non, évaluez-moi la MONUSCO, il déclare que nous sommes attaqués, il déclare que le Rwanda, aujourd'hui au moins, il y a un homme qui s'est levé pour indexer Kagame, que c'est lui le M23. Il y a au moins un homme qui a amené Kagame sur un terrain neutre, qui le met KO, et qui vous fait voir que non, c'est lui qui nous agresse. Mais messieurs, vous ne pouvez pas aussi à votre niveau faire le travail. Non, vous devez attendre que le chef de l'État fasse encore la campagne de gens qui devaient se mettre en costume militaire ou bien en tenue militaire. Ça ne répond pas aux normes de la guerre. La guerre, c'est quoi? Nous devons revoir les conditions de vie de nos militaires. C'est pas en soutenant les FARDC, c'est pas donner 1000 francs. Non! Revoyons les conditions de vie de nos militaires. Il est au front et puis il apprend là-bas que non, sa famille est chassée du camp. Ça démoralise les militaires. Il est au front, il revient ici avec une jambe coupée, il est dans un hôpital militaire, et je sais pas quand, quelque chose comme ça. Non, il y a moi, civil, j'ai mon argent, homme d'affaires, je m'amène avec 200-300 $, j'attire l'attention du médecin, il met le militaire en bas, il me met sur les lits, et on prend soin de moi vite. Et maintenant, pendant que les militaires, qui a sacrifié sa vie pour la nation, dans un hôpital militaire, il est négligé. Vous trouvez que ça répond? Mais dites-moi, depuis quand est-ce qu'on a doté aux militaires, à nos FARDC, la tenue? Vous trouvez un militaire dans ce pays, aller chercher à négocier, à acheter la tenue? Non, monsieur, revoyons les conditions de vie de nos militaires. Mais qui doit revoir? Mais le gouvernement est là pourquoi? Ah, messieurs, vous voulez que le chef d'État fasse tout? Mais après, vous allez le dire, voilà, c'est un dictateur ou bien il s'accapare de tous les pouvoirs. Mais il laisse à chaque institution le soin de faire son travail. C'est à ces gens-là de répondre. C'est là où j'en appelle même au chef de l'État pour qu'on puisse voir la monture là de ces gouvernements. On doit le nettoyer du fond en comble. Parce que ça ne répond pas. Vous savez, nous allons vers de grandes secousses. Oui. N'est-ce pas? Il faut des gens vraiment aguerris. Pas des gens qui sont là au bureau en train d'écrire matin, midi. Non, messieurs, maintenant c'est des guerriers. Parce que nous changeons de monde. Pas de débat. Warrior de mots là. Messieurs, aujourd'hui là, la logique, c'est la guerre contre le Rwanda. Et nous devons aller vers la Russie pour avoir les armes nécessaires. Parce qu'avec la Russie n'est pas sous ces normes internationales. La Russie n'attend pas qu'on passe par les conseils de sécurité pour demander. La Russie ne nous voit pas sous embargo. La Russie voit en nous des amis avec qui elle peut marcher pour les futurs. C'est-à-dire le nouveau leadership mondial, la reconfiguration de la politique mondiale. Nous allons vers un nouvel ordre mondial. Et ça, avec la Russie, c'est faisable. C'est pas seulement parce que Poutine est fort. Non, c'est parce qu'il a l'onction de Dieu. Il a cassé toutes les mythes, tous les clivages internationaux. Il est au-delà de ces normes et avec lui, ça peut changer des choses. Et nous, si on embrassait l'axe Russie, je crois qu'on pourra être aussi parmi les grands dans ce monde. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas aussi faire du Conseil de sécurité prochain les Congolais aussi, qu'ils aient aussi un mot à parler, qu'ils aient aussi le droit de voter. Pourquoi pas? Nous devons rester seulement derrière les autres. Non, avec la Russie, comme elle est en train de chercher un nouveau leadership, comme l'ordre mondial est en train de se redessiner, en tout cas,
c'est le moment de sauter vers la Russie. Et je crois que nous aurons un mot à dire. Peut-être nous serons parmi les 2-3 premières nations qui décident pour le monde entier, comme aujourd'hui avec l'ordre ancien des impérialistes américains, des Européens et tout ça. Donc allons vers la Russie et je sais, je suis sûr, ça je parle en connaissance de cause, je dis, j'ai la conviction qu'avec la Russie, nous allons sortir de cette histoire, nous allons chasser tout ce qu'il y a comme soi-disant guerre entre parenthèses, mais c'est juste le pillage de nos minéraux. On a besoin du Congo sans Congolais. On veut que, même si vous pouvez disparaître les Congolais, on n'a pas besoin de vous. On préfère protéger les singes que vous, dans vos forêts. On vous dit, vous n'avez pas le droit dans vos forêts, mais laissez les singes. Et on vient là-bas pour protéger les singes. C'est eux-mêmes qui viennent protéger. Quand vous voulez couper un arbre, non. Vous savez, la nature, l'écosystème et tout ça. Mais ils prennent les groupes armés. Ils les arment, ils leur donnent beaucoup d'armes et tout ça. Les maquis, ils les placent où? Dans ces forêts-là. Qu'on vous dit protéger, mais eux ne le protègent pas. Il y a des bombes, il y a tout là-bas. Ils sont en train de massacrer toute la forêt, les eaux et tout ça. Ça, on ne sait pas en tenir compte. Mais quand vous voulez avancer, mais monsieur, vous interdirez à cette maman-là, vous l'empêchez de préparer ses madessous avec un peu de bois de chauffe qu'elle peut avoir Est-ce que vous lui avez donné un réchaud? Ou alors du gaz? Non. En échange, c'est quoi? Vide. Donc, cette maman-là est obligée, condamnée, de mourir, elle, sa famille, ses enfants et tout, mourir parce que vous voulez protéger l'écosystème que vous ne protégez même pas en fin de compte, que vous amenez. Donc, c'est des bastions comme ça, des soldats, des armées, des prédateurs pour piller les richesses de notre pays. Et ça fait comme ça de décennie en décennie. Vous voulez que ça ne s'arrête pas un jour, ça doit s'arrêter. Et pour que ça s'arrête, la solution est simple. Allons vers la Russie et je sais que le chef de l'État en arrivera là. Ça, c'est l'avis de M. Prince Mbouyi Katambwa. C'est un analyste. Vous comprenez cette fureur d'un Congolais qui se déchaîne face à la situation sécuritaire politique qui se dessine dans son pays. Je vous demande de redescendre un peu, M. Prince Mbouyi. Vous devez... Je vois un fleuve de sang qui coule une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Ça ne fait que couler. Mon frère, c'est parce qu'on est à Kinshasa. Hein? Voilà. Peut-être par rapport à cela, vous pouvez vous donner quel signe à l'arrivée ici en RDC du secrétaire d'État américain Anthony Blinken? Blinken, c'est encore un autre coup de théâtre de mauvais goût. Il ne devait même pas venir. Moi, je n'ai pas souhaité sa venue. On ne devait rien attendre de Blinken. Donc, il est venu en touriste. Je ne dirais pas tourisme. Il vient toujours comme ça avec Maréchal Mobutu. C'était le cas avec Kabila. Donc, quand les Américains trouvent que non, tu ouvres un peu les yeux. Parce que avec notre, comment il s'appelait encore ici, qui mangeait les fumbois, à Capella ici, on mangeait les ngoules ici, comment il s'appelait? On l'appelait même Zita. Mike Hammer. Il avait tout le temps de distraire notre chef de l'État avec des promesses. On va faire ceci, on va vous accompagner et nous sommes vos amis et tout ça. Mais il a fait tout son mandat et quand maintenant le chef commençait à lui demander des comptes, non, on l'a viré vite, on l'a amené ailleurs. On a changé d'ambassadeur. Et ça, c'est resté comme ça. On ne sait plus demander de compte. Aujourd'hui, mais Blinken, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est une menace, c'est juste pour distraire davantage. Ils ont peur. Quand ils ont vu la montée de la force populaire, quand ils ont vu comment le Congolais a commencé à prendre conscience de sa politique, de sa nation, quand le Congolais commence à changer, à prendre le destin de son pays en main, ils ont eu peur. Quand on a bougé la MONUSCO là-bas, alors juste pour désamorcer la tension, on devait aller, voilà Blinken vient, comme s'il pouvait, il était porteur d'espoir. Bidon. Et les chefs de l'État, moi je prie, qu'ils ne voient même pas ce théâtre-là, qu'ils continuent sur la lancée vers la Russie. Je suis encore content. Là, je félicite le chef de l'État, parce que je vois qu'il est à l'écoute de son peuple. Moi, je pleure chaque jour, partout dans les médias, pour qu'on puisse aller vers l'axe Russie. Et je sais, avec la conviction, que ça va changer les choses. Aujourd'hui, je vois notre ministre de la Défense, oui. Il est allé vers la Russie. On a parlé armement et tout ça. J'ai dit gloire à Dieu. Ça y est. Et ça, c'est un chemin vraiment de non-retour. Sinon, ça sera comme du chantage. Et quand je te fais du chantage, je dois évaluer le rapport de force, hein, n'est-ce pas? Comme les rapports de force entre nous et les Américains et les impérialistes là, il n'y a pas match, donc ils sont trop forts, puissants, les dieux, les petits dieux sur la terre. Messieurs, mais cette lancée-là, que ça ne soit pas du chantage, que ce ne soit pas de la publicité, sinon ça va nous coûter cher. Nous devons y aller jusqu'au fond. Et c'est déclenché, c'est un chemin de non-retour
allons vers la Russie, faisons l'affaire, on va mettre toute la bêtise là dehors et nous serons maîtres de nos richesses, alors on saura comment les contrôler, à qui vendre, à qui négocier et puis développer notre pays. Et vous attendez le développement, vous attendez le panier de la ménagère. Mais le chef, depuis qu'il est là, il est tiraillé. Quand il veut faire quelque chose pour le développement, pouf, la guerre qui monte. Donc, on est en train de le distraire, malgré la distraction. Mais il est dans des routes. Elenguessa, il est, je sais pas, Terre Jaune, il est à gauche, Kalambambouji, il est à droite, la SNEL, la Régie des eaux, de nouvelles usines. Depuis avant les indépendances, on n'a jamais construit d'autres usines. Il est en train de le faire. Il est à gauche. Monsieur, le train, les routes rails, le port en eau profonde, il est en train de travailler les pauvres. Vous voyez comment quelqu'un, il est chaque fois au travail, on est en train de chercher à les distraire. On ne va pas, nous sommes derrière. Seulement, moi je pleurniche, je me dis, si on peut revoir un peu la cellule de communication du chef de l'État, ça doit parler. Ça ne parle pas du chef. Voilà, ça parle. Pas seulement ça. Le lieutenant du chef, soi-disant, et le porte-parole, l'UDP, son parti politique, ça ne communique pas. Nous avons des parlements debout partout dans toutes les communes. Ça ne communique pas, ça ne se fait pas sentir. Et si ici à Kinshasa, ça ne se fait pas sentir, vous croyez qu'à l'intérieur, dans les coins et recoins du pays, est-ce qu'on parle du chef? On parle de ce qu'il fait? Non! Mais messieurs, il est temps. C'est nous qui devons les soutenir. Ce ne sont pas les Français ni les Américains. C'est nous, peuple congolais, qui devons soutenir notre chef et le protéger. Parce qu'il est en danger. Il est en train de se démarquer de l'emprise de colonialistes. Il est en train de nous donner l'indépendance. Il est en train de nous redonner l'identité nationale. Il a donné la figure congolaise au FARDC. Messieurs, mais on ne peut pas vous laisser comme ça. On ne peut pas nous laisser comme ça, monsieur Prince. Alors il est en danger. Il est en danger. Quand vous le proclamez, vous le déclarez, que le chef de l'État est en danger. Mon chef est en danger. Votre chef est en danger. C'est notre chef à tous, hein, parce qu'il est le chef de l'État et le chef de l'État de tous les Congolais. Hein? Même les opposants. Il est le président de la République. Et Blinken, il vient vous imposer. Il dit que la MONUSCO ne va pas partir. Voilà. Parce que c'est nous qui donnons la grande enveloppe. Nous avons besoin de cette enveloppe. On n'a pas besoin de cette enveloppe. Mais cette enveloppe-là, si on donnait au FARDC depuis plus de 20 ans, vous savez ce qui allait arriver? On n'allait plus parler de la guerre. Si on aimait ces pays. Mais monsieur, la moindre contribution qu'on donne à la MONUSCO, là, les faraminés, nous avons eu des Congolais, des vrais Congolais, Mamadou Ndala. Nous avons eu Bouzamabe. Nous avons eu Général Baouma. Avec la petite organisation, il a donné l'expédition jusqu'au Rwanda. Et on les a décapités. Est-ce que nos héros doivent partir comme ça et nous continuons à dormir? Non. C'est pourquoi j'ai dit, nous avons un héros aujourd'hui présent qui fait preuve de nationalisme accru, qui fait preuve de l'identité nationale, Félix Antoine Tshisekedi. On doit le soutenir. Monsieur Prince, je n'ai pas de choix. Je suis d'avis avec vous que le président de la République doit être soutenu par les fils et les filles qui aiment la République catholique du Congo. Peut-être parce que nous sommes bousculés par le temps. J'aimerais quand même vous poser une question de précision. Je vous attends, vous êtes quand même calme. Une question de précision. À l'horizon 2023, doit-on donner la priorité aux élections ou soit à la situation sécuritaire? Messieurs, comme je l'ai dit tantôt là, cette maman qui vient de perdre son enfant, à la minute on lui apporte la chemise de son mari teintée de sang, que le mari était mort. 30 minutes après, c'est sa fille là-bas, on amène la tête, on dit voilà, on a ramassé seulement la tête. Et la voisine là qui est en train d'enterrer son père, sa mère, dans le même trou, et ses enfants, elle reste seule. Les 2, 3, 4, 5 personnes dans le village, vous croyez que ces gens-là attendent les élections? Qu'est-ce que les élections ont amené dans ces pays depuis qu'on a commencé ce cycle infernal des élections? Parce que ce sont les élections dictées de l'extérieur, ce sont des élections extraverties, ce sont des élections qui ne répondent pas vraiment à nos aspirations. Les élections, oui, mais quel genre d'élections? Élections patronnées par l'extérieur pour vous imposer? Les Américains viennent là-bas, ils ne vous donnent pas l'argent pour aller combattre et chasser les rébellions et la guerre à l'Est, mais ils vous donnent l'argent pour les élections. Mais c'est pas ce qu'ils vont gagner derrière, ils vont récupérer cet argent. Comment alors? En vous imposant, en imposant à vos dirigeants. Nous n'en voulons plus. Il est temps qu'on arrête avec ces cycles infernaux des élections inutiles, des élections qui n'apportent que la mort. Et dans ces conditions-ci, tout le terrain ici, nous sommes vraiment pratiques. Hein. Allons à la CENI. Il y a des statistiques, il n'y en a pas. Il y a vous avez les cartes d'identité, vous avez une carte d'identité, il n'y en a pas. Mais c'est par la carte d'identité qu'on obtient la carte d'électeur. Mais vous ne savez pas qui est Congolais, qui ne l'est pas. Vous n'avez pas de statistiques, vous ne savez pas quel nombre vous a évalué le Congolais aujourd'hui, à Kinshasa, dans toutes les villes. Et vous voulez organiser des élections, pour quelle finalité? Dites-moi, vous ne connaissez pas le nombre de participants, vous ne connaissez pas qui est Congolais, qui ne l'est pas. Et vous allez vite en besogne, parce que les élections, ce n'est pas un salut pour ces pays. Le peuple n'a pas besoin des élections. Le peuple a besoin du développement. Il a besoin de la paix.
On a besoin de l'intégrité territoriale. On a besoin de notre fierté, notre identité. C'est ce que nous recherchons. C'est pas les élections. Les élections viendront en son temps, mais il faut bien les organiser. Encore faut-il savoir dans les délais voulus, on est prêt pour les élections. Dans les délais voulus ou dans les délais constitutionnels? Faudra-t-il savoir que si on était prêt pour les élections? Parce que vous voyez, la classe politique aujourd'hui, messieurs, on nous parle, je ne sais pas, de l'opposition. Ça n'existe presque pas. C'est bidon. Une opposition sans discours. S'ils essayent de monter un discours là, d'une manière cavalière, un discours sans contenu. Mais moi, je me rappelle encore autrefois, nous, on a fait l'opposition. Moi, j'ai des cicatrices, des baïonnettes ici. J'étais à côté de Papa Finks, que son âme repose en paix. Mais messieurs, nous avons fait l'opposition. Ils pouvaient juste prononcer une phrase. Tout le pays en ébullition. Le peuple est derrière lui. C'est ça l'opposition. Et Mobutu là, très fort, mais il tremblotait devant Étienne Tshisekedi. Parce qu'il avait un contenu dans son message. Aujourd'hui, vous voulez me parler d'un seul opposant qui a un message avec contenu, debout, que le peuple peut suivre négatif. Au contraire, ils se mettent à 2, à 3, ils se recherchent et puis ça ne tient pas. Vous savez pourquoi? Ils vont aller à gauche, à droite pour chercher l'église catholique. Ça ne tient toujours pas. Une église catholique congolaise, mais transformée en église catholique, je ne sais pas, rwandaise ou quoi, pour défendre les intérêts du Rwanda que du Congolais, je me dis, toutes ces alliances-là, zéro. Ça ne tient toujours pas debout parce qu'il n'y a pas un discours. Pourquoi il n'y a pas un discours? Pourquoi un discours, même s'il montait, mais c'est creux? C'est parce que devant eux, en face d'eux, il y a un homme, un Congolais, qui s'est levé, qui relève les défis de son pays, qui est en train de redonner une image, une identité à son pays, les réalisations du chef de l'État. Ça fait que de l'autre côté, il n'y a plus de discours. Ça fait que l'opposition n'existe presque plus. Ça n'existe que de nom, messieurs. Vous permettez, monsieur Prince. Je vous permets, oui. Monsieur Prince Mboui Katambwa. Vous avez parlé en analyste politique, un conservateur de l'identité congolaise. Oui. Vous avez affiché votre identité puisque vous soutenez les actions de l'actuel président de la République. Oui. Parce que vous avez vu en lui quelqu'un qui se démarque des autres régimes, des autres pouvoirs. Un Congolais des pères et des mères, des sangs. Il veut que la paix règne dans son pays. Il veut que son pays soit développé. C'est pour cela qu'il prend des initiatives louables. Nous vous remercions de votre passage dans Abosolo Télévision et de la manière dont vous avez vanté les prouesses de la Russie. Si aujourd'hui, il mettait son expertise militaire au profit de FARDC, les choses pourront changer. Vous avez suivi M. Prince Mboui Katambwa, analyste politique et puis ultra-conservateur de l'unité congolaise. Il a parlé de ce qu'il voit en chef de l'État. Il a parlé de ce qu'il veut que la République démocratique du Congo soit les 5 prochaines années. Si nous nous tenons debout, main dans la main, le Congo sera ce que nous avons toujours rêvé du Congo. C'est une grande nation au cœur de l'Afrique que la sous-région attend et que le monde entier compte. D'ici là, restez branchés. Dans nos programmes, nous reviendrons avec M. Prince Mboui Katambwa sur d'autres questions spécifiques concernant toujours la RDC. Merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie, mais mon grand souci, c'est que mon chef de l'État n'est pas un jouisseur parce qu'il loge dans une maison de 2 chambres salon. C'est construite par le maréchal Mobutu et c'est pour l'Union africaine. Mais les autres qui parlent là, ce sont eux les jouisseurs parce qu'ils logent des villas avec des fleuves à l'intérieur, de poissons et tout ça. Ils vivent vraiment l'aisance pendant que mon chef est en train de vivre dans une maison de l'Union africaine. C'est-à-dire, on voit clairement qu'il n'est pas un jouisseur. Le chef d'État n'est pas un jouisseur, dixit Mboui Katambwa Prince. Au revoir.